Troisième partie de notre émission Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La suite de l'examen du budget au Sénat avec un débat houleux sur l'ISF. Socialistes et communistes ont tenté en vain de revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Droite et centre s'y sont opposés. Des gilets jaunes de moins en moins nombreux mais de plus en plus populaires. Le soutien des Français au mouvement gagne 7 points à 84% malgré les annonces d'Emmanuel Macron sur l'écologie selon un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro. Ils seront reçus demain à Matignon par Édouard Philippe et par François de Rugy. Et puis la France a-t-elle les moyens de ses ambitions sportives? Le budget du sport est en baisse, qui met en péril les ambitions du gouvernement pour les Jeux Olympiques 2024. On en parle avec mon invité, le sénateur Michel Savin. La suite de l'examen du budget au Sénat avec un débat houleux sur l'ISF. Socialistes et communistes ont tenté en vain de revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Droite et centre s'y sont opposés. C'était hier soir dans l'hémicycle. Les explications de Quentin Calmet. C'est un des totems du début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Et hier, socialistes et communistes au Sénat ont tenté de s'y attaquer. Pendant les débats budgétaires, la gauche a donc fait front commun et proposé de rétablir l'impôt sur la fortune. De quoi marquer l'histoire, selon les communistes. Je ne saurais trop inviter nos collègues républicains à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l'histoire pour l'éternité. Suppression des taxes carburant, rétablissement de l'ISF, tout le monde vous applaudirait. Je vous invite à le voter. Mais la droite sénatoriale soutient la suppression de cet impôt. Il serait confiscatoire, d'après le rapporteur général du budget au Sénat. C'est un moment historique, mais l'histoire risque d'être brève. Bon, très sérieusement, le taux de cette imposition est totalement sans commune mesure avec le taux des rendements des aujourd'hui actifs. Donc ça devient un impôt qui oblige à consommer le capital et qui est donc anti-économique. Du côté des socialistes, on note que le rétablissement de l'ISF fait partie des revendications de certains gilets jaunes depuis 10 jours. Il y a donc là, pour le gouvernement, l'occasion de leur envoyer un signal. Si vous n'entendez pas cette demande de justice de nos concitoyens avec ce fameux mouvement des gilets jaunes, qui nous disent mais donnez-nous des symboles de votre compréhension de cette colère qui est la nôtre et de la souffrance sociale et économique que nous vivons, mes chers collègues, eh bien ce sera le peuple contre les élites. Et je ne sais pas jusqu'où ira ce mouvement. Sachons donner des signes d'apaisement. Une évocation des gilets jaunes qui a fait monter la pression d'un cran dans l'hémicycle. Faire le lien entre le fait qu'on ait pu supprimer l'ISF et la situation dans laquelle se trouvent les plus précaires est proprement inacceptable et scandaleux. Et je trouve ça invraisemblable. Finalement, ce rétablissement de l'ISF sera très largement rejeté par le Sénat, malgré cette offensive de la gauche qui avait fait bloc pour l'occasion. Voilà, vous pouvez retrouver cet article sur notre site internet publicsénat.fr. Et puis finalement, Saveria, on l'a appris, les gilets jaunes seront reçus demain à Matignon par Édouard Philippe, le Premier ministre, et François de Rugy. Des gilets jaunes de moins en moins nombreux, mais de plus en plus populaires. Le soutien des Français au mouvement progresse, malgré les annonces d'Emmanuel Macron mardi dernier. Des annonces qui restent floues, notamment sur la mise en place de la taxe flottante sur les carburants. Les explications de Marie Brémaud. Changement de ton, voire de méthode. Hier, le président de la République s'est voulu plus ouvert au dialogue, annonçant même des concertations locales pour trouver des réponses à la crise qui traverse le pays. Je souhaite que cette stratégie puisse être non seulement débattue, mais construite avec vous au niveau national et local, en se donnant le temps et la volonté, et en bâtissant justement cela dans les 3 mois qui viennent. Une annonce censée apaiser les esprits les plus critiques, qui dénoncent un chef de l'État autoritaire et solitaire. Mais une nouvelle attitude qui met en difficulté le gouvernement. Ce matin, le Premier ministre assurait le service après-vente des annonces. Édouard Philippe ou un jeu d'équilibriste. Car comment défendre avec fermeté des mesures, tout en voulant y associer les territoires et les élus dans les mois à venir? Au sujet de la future taxe sur le carburant, Édouard Philippe apparaît quelque peu désemparé. Chaque trimestre, on verra quelle est l'évolution du prix de la matière première. Et si l'évolution du prix de la matière première est tellement élevée, alors dans ce cas-là, on pourra revenir au niveau initial qui était, donc, si j'ai bien compris, qui prévalait au 1er janvier de l'année. Je ne peux pas encore vous répondre sur exactement comment le dispositif va marcher. Les Gilets jaunes, un mouvement sans leader, spontané, qui bouleverse la donne.
C'est complètement nouveau comme configuration, il n'y a plus de catégories intermédiaires, il n'y a plus de syndicats, d'organisations qui peuvent servir de filtre. Donc on est dans le tâtonnement, on est dans l'hésitation parce qu'on est dans un phénomène complètement neuf. Le gouvernement ne sait vraiment pas comment gérer la situation. Certains disent même que ces tâtonnements préfigurent un rétropédalage du gouvernement sur la fiscalité écologique. Une nouvelle contradiction peut-être, mais il faut à tout prix sortir de la crise. Voilà, c'est Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. Dans un instant, c'est le face-à-face, deuxième interview politique de cette émission. À tout de suite. Bonjour Michel Savin, vous êtes sénateur LR de l'Isère. Merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour Michel Savin. Les Gilets jaunes, on l'a appris ce matin, seront reçus demain à Matignon par Édouard Philippe et par le ministre de l'écologie François de Rugy. Les Gilets jaunes qui maintiennent leur mobilisation pour l'instant de samedi à Paris. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous soutenez ce mouvement? Moi, mon sentiment est partagé sur deux points. D'abord, une certaine inquiétude par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le territoire, mais pas du côté des Gilets jaunes, surtout du côté du gouvernement qui a l'air de ne pas comprendre ce qui se passe. Les Gilets jaunes aujourd'hui, qui sont nos concitoyens, je vois sur le département de l'Isère, ce sont des retraités, ce sont des gens qui sont en grande difficulté, qui veulent exprimer un ras-le-bol, une colère. Et de l'autre côté, on a l'impression qu'on a un président de la République et un gouvernement qui ne comprennent pas, qui ne les entendent pas, et qui surtout ne répondent pas aux questions. C'est pas uniquement le problème de la transition énergétique ou l'augmentation du prix de l'essence. Lorsque je rencontre des personnes qui me disent, monsieur le sénateur, voilà ce qui nous est arrivé depuis plusieurs mois, la CSG, baisse des APL, le 80 km/h qui stigmatise les territoires, et aujourd'hui le prix de l'essence. Donc c'est un tout, et je pense qu'il y a une réponse globale à faire, et on a l'impression aujourd'hui que ce gouvernement essaye de gagner un peu du temps, de jouer la montre, et on voit qu'il y a une confrontation entre ces publics. On verra bien sûr ce qui sortira de cette rencontre demain à Matignon en présence donc du Premier ministre. Néanmoins, est-ce que ça vous inquiète que la rue devienne aujourd'hui le lieu de cette expression, de cette colère populaire? Est-ce que c'est inquiétant? Je l'ai dit, je suis un peu inquiet parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on attend une réponse rapide, ferme du gouvernement, ferme sur des positions. Il faut aujourd'hui, le Sénat fait des propositions pour supprimer cette taxe sur les carburants. Notamment un moratoire sur la hausse des taxes. Pourquoi le gouvernement aujourd'hui ne reprend pas cette balle au bond pour dire écoutez, on fait une pause, on entend la problématique qui est évoquée par les Gilets jaunes, on remet le dossier sur la table. On a l'impression surtout avec cette période des fêtes qui arrive, aujourd'hui on risque d'avoir, c'est ce qui m'inquiète, un conflit entre ceux qui revendiquent une situation sur laquelle ils souffrent aujourd'hui, et puis aujourd'hui un pouvoir d'achat qui va être un petit peu mis à mal, et aussi des commerçants qui aujourd'hui s'inquiètent par rapport à la proximité. Mais la mise en place de la taxe flottante qui a été annoncée avant-hier par Emmanuel Macron, ce n'est pas à même de répondre en partie au moratoire demandé sur la hausse des taxes sur le carburant? Écoutez, on a vu déjà la difficulté du Premier ministre d'expliquer le mécanisme de cette IPP. C'est pas. Encore une fois, c'est un sujet qui est sur la globalité. Ne focalisons pas uniquement. Bien sûr, c'est important l'augmentation de l'essence. Et là-dessus, le Sénat fait des propositions, mais on sent bien que c'est un peu un ras-le-bol global. Encore une fois, on a l'impression d'avoir une fracture des territoires entre le monde rural et le monde urbain. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a ces manifestations qui se développent surtout en province. Et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui. Alors on va passer à un tout autre sujet, le budget du sport. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions sportives alors que le Sénat va examiner la mission sport dans le budget, dans le projet de loi de finances? Je vous propose de regarder ensemble ce sujet d'Héloïse Grégoire. Allez Timothée, allez, on pousse, on pousse. Encore. Poussez, stop. Pour l'instant, le club olympique multisport de Bagneux peut accueillir tout le monde, mais ce n'est qu'une question de temps. Baisse en permanence du budget, suppression des contrats aidés. Le président du club de Bagneux est très inquiet pour l'avenir du sport français. Je ne sais pas si dans la tête des législateurs ou du pouvoir, il y a cette volonté de vouloir tuer le sport. En tout cas, les actes et les lois qu'ils votent aujourd'hui amènent fatalement à la mort du sport pour tous. La baisse du budget, c'est aussi l'exaspération des bénévoles.
Au club olympique de Bagneux, ils sont plus de 300 pour 4200 adhérents. Leur présence est essentielle, ils accompagnent et encadrent les joueurs, notamment les plus petits. Seulement, ils sont de moins en moins et sans eux, un lien social serait rompu. On a des gamins qui sont en échec scolaire et qui, quand ils viennent ici, c'est leur défouloir et ça leur permet d'évacuer. Donc nous, on a une grosse action sociale et c'est vrai que si les budgets à l'avenir viennent à diminuer, est-ce qu'on mettra autant d'implication dans cette action sociale? Ça, l'avenir nous le dira en fait. Il n'y a pas que le sport dit amateur qui est touché, il y a aussi celui du haut niveau. Solène a 19 ans et enchaîne les titres prestigieux en taekwondo. Je suis actuellement 5 mois championne de France, championne d'Europe des clubs 2018. Elle n'a qu'une idée en tête, remporter une médaille aux Jeux Olympiques de 2024. La France souhaite atteindre l'objectif de 80 médailles. Mais sans argent, le chiffre est contradictoire pour l'entraîneur de Solène. Tous les jours, on cherche à avoir des prises sur le transport, on cherche à avoir des prises surtout sur le matériel, parce que le matériel vaut très cher aussi. Pour ces élites, il faut qu'on aille en déplacement sur des compétitions nationales, internationales. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucune aide derrière pour pouvoir continuer à pouvoir partir. Former la future génération de sportifs sans l'aide publique, pour le club olympique de Bagneux, l'équation semble insoluble. Michel Savin, que vous inspire ce reportage? C'est une réalité de tous les jours, comme le dit cet entraîneur? Tout à fait. C'est une réalité de tous les jours. C'est aussi une situation qui aujourd'hui inquiète beaucoup le milieu sportif. Vous l'avez bien résumé dans votre reportage, aussi bien le sport pour tous que le sport de niveau. D'autant plus que la France a obtenu l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. C'est un très mauvais signal qui est envoyé depuis 2 ans sur ce budget du sport. Alors précisément, vous dites qu'il y a une contradiction entre les ambitions affichées par le gouvernement pour justement les JO 2024 et la réalité des budgets qui sont votés. La réalité, c'est que le budget 2018 a vu une baisse de 7%. Celui de cette année est annoncé avec une baisse de 6%. Alors, lorsqu'on fait ce constat, il faut aussi faire des propositions. Le Sénat a commencé à travailler sur le budget et nous avons fait des propositions qui ont été votées hier soir en séance sur des amendements, notamment pour améliorer et encourager le mécénat sportif, parce qu'on est bien conscient que les collectivités aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés à financer le sport. Le sport aussi subit la suppression des réserves parlementaires, la diminution des emplois aidés. Tout ça fait que, accumulé, le milieu sportif, encore une fois, et le milieu du haut niveau, mais le sport pour tous est très inquiet. Précisément, vous venez de l'évoquer, la suppression de la réserve parlementaire, ça a beaucoup impacté les budgets des communes dirigées vers le sport? Ça a touché et aussi bien les communes qui bénéficiaient d'un soutien sur l'aide aux petits investissements sportifs que les associations sportives qui organisaient des manifestations, des tournois internationaux et autres. Aujourd'hui, ces clubs, ces associations se voient plus en capacité de pouvoir organiser ces manifestations. Et que vous répond le gouvernement quand vous l'interpellez justement en ce moment sur cette baisse des budgets du sport? La seule réponse du gouvernement, c'était « Attendez, nous sommes en train de préparer une grande loi sur le sport ». Il y a eu, sur l'année 2018, la conférence sur la gouvernance du sport qui a débouché sur la mise en place d'une agence. Tout ça est très flou. Les associations, comme le milieu fédéral, est très inquiet de l'organisation de cette agence, mais surtout les moyens qui vont lui être donnés. Et c'est pour ça, encore une fois, que nous, au Sénat, nous allons proposer aussi le fait de remonter la taxe Buffet de 2 millions d'euros pour permettre au sport d'avoir un complément, mais on parle de 2 millions d'euros sur des budgets qui plusieurs centaines de millions d'euros. Bien sûr. On va passer à un tout autre sujet, mais j'aimerais néanmoins vous entendre là-dessus. On en a parlé, vous avez assisté hier aux premières auditions de la mission d'information sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs. Est-ce que, tout d'abord, vous regrettez que les travaux de cette mission n'aient pas été circonscrits à l'Église catholique, comme c'était la demande à l'origine des socialistes? Non, je pense que c'est un phénomène qui touche beaucoup de secteurs. Bien sûr, on ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau de l'Église catholique, mais, et ça a été rappelé hier, la grande majorité des 4 millions d'enfants qui sont touchés par ces sévices, ces actes se déroulent soit dans le milieu familial, soit dans le milieu sportif. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai souhaité participer à cette mission, parce que le sport, malheureusement, est aussi facteur au niveau des certains éducateurs, au niveau des encadrements, touche ces enfants, mais aussi le milieu associatif. Donc c'est bien
très large. De quelle façon la mission va diriger ces travaux ? Je pense que d'abord, il faut qu'on écoute tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et puis d'essayer de faire, surtout, il faut qu'on arrive à faire des propositions sur l'information, l'information des parents, bien sûr, qui sont les premiers concernés, informer aussi les éducateurs, l'éducation nationale, bien sûr, au niveau de l'Église, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse en interne, encore une fois, pour prévenir, et je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un travail pour dire aux enfants, à partir... Et punir, bien sûr. Que la loi du silence ne soit plus... mais si on veut punir, il faut aussi qu'on soit informé. Et le premier qui doit informer, c'est l'enfant. Et il faut expliquer à un enfant de 3-4 ans que son corps est à lui, que personne ne doit le toucher. Pour terminer, Michel Savin, un autre sujet, les municipales, c'est dans 18 mois. Un nom circule beaucoup en vue de ces municipales à Grenoble, c'est le vôtre. Est-ce que vous serez candidat en 2020 pour la mairie de Grenoble ? Mon rôle aujourd'hui est de tout faire pour qu'on puisse avoir une alternative à la municipalité qui est en place aujourd'hui. Ça pourra se faire avec moi ou sans moi, c'est pas le problème de la personne. Je pense qu'aujourd'hui... Vous mettez en place des réunions... Oui, j'écoute les Grenoblois, j'écoute d'abord sur le constat qu'ils font de la municipalité actuelle, et puis surtout par rapport à l'offre qui est aujourd'hui sur la table, l'offre politique est sur la place. Et mon objectif, c'est d'arriver à construire une alternative qui soit crédible, sérieuse. Et ça pourra se faire... je suis partie prenante aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas un engagement... Vous serez candidat, vous allez l'annoncer ? J'annoncerai les choses lorsque les choses seront bien calées et qu'on aura eu surtout la crédibilité de porter un vrai projet avec une vraie équipe. Vous savez que le Dauphiné libéré impose régulièrement la question dans ses colonnes, savoir si vous serez candidat. Michel Savin, juste un mot, on reçoit mardi Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Vous avez un message à lui délivrer, elle sera à votre place sur ce plateau mardi. Un message, que la ministre puisse soutenir à l'Assemblée nationale toutes les avancées qu'aura fait le Sénat en direction du budget du sport. Eh ben on lui transmettra. Message entendu. Merci beaucoup. Merci Michel Savin. Michel Savin, sénateur LR de l'Isère, et on le saura bientôt, candidat ou pas au municipal à Grenoble. Merci Saveria. On passe à l'agenda dans un instant. Merci. Voilà, il s'en passe des choses au Sénat avec l'agenda. Alors aujourd'hui, il faudra suivre à 10h30 la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Un texte que les sénateurs ont adopté en première lecture, notamment en repoussant l'âge de la retraite à 63 ans. À la même heure, à 10h30, des auditions importantes en commission de la culture, auditions sur la régulation du visuel et numérique en présence d'Isabelle Falque-Pirotin, la patronne de la CNIL, mais également d'Olivier Schramek, le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et enfin, dernier temps fort de la journée à suivre à partir de 14h30, bien sûr, en séance. La suite de l'examen du projet de loi de finances, avec notamment le vote de la première partie de ce texte, la partie recettes. Merci Saveria. On passe directement à l'œil 2, sans surprise. C'est Benjamin Morel, régulier de cette rubrique, politologue, qui est sur ce plateau et qui a sorti sa pochette au décor. Bonjour Benjamin. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Benjamin. Tentative de suppression de l'ISF, on l'a vu hier soir en séance. Le gel de la hausse des taxes sur le carburant, ça c'était avant-hier. Le Sénat, avec l'examen du budget en ce moment, est dans une posture très politique, une posture d'opposant politique. Oui, tout à fait. On pourrait rajouter également le cadeau, qui n'en est peut-être pas vraiment un, on verra la suite, fait aux partisans de Stéphane Bern. Donc une façon un peu de fracturer la majorité sur un grand discours concernant le patrimoine. Sur la redirection totale, des taxes sur le patrimoine. Exactement. Voilà. Donc un cadeau fait normalement à Stéphane Bern à une partie de la majorité qui avait développé un discours sur le patrimoine qui n'a pas tout à fait été suivi des faits. Donc on voit qu'aujourd'hui le Sénat rentre dans un nouvel acte en fait de son rapport avec le gouvernement. Un acte qui est plus un acte d'opposant et qu'on peut comprendre du point de vue des structures politiques du Sénat. On a un Sénat qui est dirigé par les formations politiques, entre guillemets classiques, celles d'avant 2017, le Parti socialiste, les centristes, le centre-droit et les républicains. Ces formations politiques ont été traumatisées par 2017. Aujourd'hui, on voit qu'un nouvel espace politique s'ouvre avec l'effondrement dans les sondages d'Emmanuel Macron et qu'en même temps, les menaces viennent plutôt des ailes. Elles viennent du Rassemblement national, de la France insoumise. Pour ces formations politiques, il faut proposer une autre vision alternative et crédible. Et comme le Sénat est encore l'institution dans laquelle elles sont
représentées et dans lesquelles elles sont fortes, eh bien, il est légitime d'en faire une base programmatique. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres textes sur lesquels le Sénat va jouer ce rôle justement d'opposant politique? Alors, il va falloir voir, mais on a probablement beaucoup de textes qui peuvent faire l'objet d'une réécriture par les sénateurs. Souvenez-vous de ce qui s'était passé quand le Sénat était à gauche, sous Jean-Pierre Bel, et que Nicolas Sarkozy était encore président de la République. On a eu toute une phase, pendant un an et demi, où le Sénat réécrivait les textes, et où ces textes étaient en fait une avancée sur le programme du futur candidat Hollande. On peut retrouver un petit peu ce climat-là. Et vous avez évidemment une loi on parlera de la révision constitutionnelle tout à l'heure sans doute, mais vous avez une autre loi qui va probablement être très en vue, c'est la loi mobilité. Avec tout ce qui se passe actuellement, cette loi, quand elle arrivera au Sénat, va probablement faire l'objet d'un vrai travail de réécriture, d'un vrai travail de réflexion de la part des sénateurs. Alors, il y a un autre texte, bien sûr, notre loi qui va cristalliser les tensions, et ça, ce sera dès janvier, c'est la réforme des institutions. Cette posture d'opposant politique actuelle, c'est aussi une façon pour le Sénat de faire pression sur le président, sur Emmanuel Macron, en vue de l'examen de ce texte en janvier. Oui, parce que ce texte a été inauguré par un Emmanuel Macron en pleine splendeur, qui venait juste d'être élu et qui donc, par son verbe même, pensait pouvoir modifier la Constitution, mais pour modifier la Constitution et la loi organique, c'est-à-dire le nombre de parlementaires, il a besoin de l'aval du Sénat. On sait très bien que cette diminution de nombre de parlementaires, elle ne sied pas vraiment aux sénateurs. Mais au-delà de ça, ce texte, il organise aujourd'hui deux choses. Il organise une concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif, ce qui, après l'affaire Benalla, est problématique. Et il institue le droit à la différenciation, qui est en fait une mise en concurrence, quoi qu'en dise le gouvernement, assez sauvage entre les territoires qui peuvent se jauger pour se différencier et donc entrer en concurrence, ce qui va à rebours de la crise de la décentralisation qu'on connaît actuellement et de la crise des Gilets jaunes qui entraîne justement une réflexion sur cette mise en concurrence du territoire. Pour ces deux aspects, aujourd'hui, le Sénat peut se targuer d'être le représentant de l'intérêt général face à la réforme. Très bien, merci Benjamin, merci pour cet éclairage. Merci Benjamin Morel, politologue, pour cet éclairage. On passe tout de suite à la revue de presse dans un instant. Revue des unes de la presse quotidienne régionale. Comme chaque jour, on commence avec la Voix du Nord et le retour de la fessée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée relance le débat sur l'interdiction de la fessée, le MoDem. C'est le MoDem qui présente une proposition de loi à portée largement symbolique, mais qui relance une controverse toujours vive sur les châtiments corporels en France. Le texte, soutenu également par la majorité En Marche, est discuté aujourd'hui. Il prévoit pas de nouvelles sanctions pénales, car elles existent déjà, mais il a plus une visée pédagogique. C'est un débat de société un nombre de plus en plus alors qu'on a pris bien sûr ils seront sur le premier au mouvement point que malgré l'annonce d'Emmanuel Macron la mobilisation est maintenue sur les Champs-Élysées fermeture de la publicité et violence de samedi dernier. Du jaune orange, d'autres gilets à une de l'éclair des Pyrénées, des gilets orange. Les gilets orange, c'est la banque alimentaire. Il lance un appel aux gilets jaunes pour que la grande collecte hivernale ne soit pas perturbée. Ils sont 130 000 bénévoles à se mobiliser. Objectif aider 2 millions de personnes en situation de précarité. Les banques alimentaires sont inquiètes. Avant, un nouveau week-end de mobilisation des gilets jaunes qui correspond au jour de la grande collecte annuelle de denrées alimentaires pour les plus démunis. Elle pourrait être impactée si des centres commerciaux étaient bloqués par les manifestants. Ce ne sera visiblement pas le cas. À Marseille, les gilets jaunes se sont d'ores et déjà positionnés. Ils appellent à soutenir les gilets orange de la Banque alimentaire. À la une de Midi Libre, le grand journal d'Occitanie dirigé par Olivier Biscay, la fiscalité qui plombe la générosité. Les professionnels du bénévolat sont inquiets. Baisse du pouvoir d'achat, complexité du prélèvement à la source, hausse de la CSG. Tous ces facteurs mettent à l'épreuve la solidarité du nombre de donateurs. Les dons sont en chute libre, confirme Pierre Siquier, président
présidente de France Générosité. C'est une association qui regroupe 100 fondations françaises comme la Fondation Abbé Pierre, la Ligue contre le cancer ou encore Médecins sans frontières. La fin de l'ISF représente un manque à gagner considérable. C'est simple, ça a entraîné une chute de 70% de nos dons, soit une baisse de notre budget de 800 000 €, explique Patrice Blanc, le président bénévole des Restos du Cœur. Il était sur notre plateau, le directeur éditorial de Sud-Ouest Yves Arté tout à l'heure, avec ce sujet dont vous allez nous parler à la une de Sud-Ouest, un geste pour la planète. On éteint les lumières. Si on éteignait nos villes pour des raisons budgétaires ou soucieuses de pollution lumineuse, de plus en plus de communes de la région bordelaise éteignent les réverbères au cœur de la nuit, une économie d'énergie, mais pas que. Les villes qui éteignent la nuit, eh bien, elles peuvent réaliser jusqu'à 20% d'économie en un an sur leur facture d'électricité. Ce n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Saveria. On vous retrouve demain dans cette troisième partie de notre émission. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français. Vous allez voir, ça s'améliore. Les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. C'est unique sur le canal 13 de la TNT. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques et les autres matinales d'Info ce matin. Et demain, l'invité politique de cette matinale, c'est Ségolène Royal. Au revoir à tous, merci de votre fidélité. Très bonne journée, à demain. Vous est présenté par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. C'est finalement François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, qui les a reçus hier soir. Deux porte-parole des Gilets jaunes face au gouvernement. On aura beau leur expliquer où partent leurs impôts, ou leurs frais ou leurs taxes, les gens ne s'en sortent pas pour autant. Éric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement des Gilets jaunes, filme en caméra cachée et diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Je trouve ça parfaitement anormal que la délégation reçue hier, alors je ne sais pas si elle est légitime, pas légitime, etc., elle soit reçue par le ministre de l'écologie. Compte tenu de ce que je viens de dire et de la façon dont manifestement les revendications sont en train d'évoluer, soit reçues par le ministre de l'écologie. On pourrait, sur les carburants, dire finalement, on réduit les taxes sur les carburants. Il y aurait quand même deux questions. D'abord, la prochaine fois, le prix du pétrole augmente. Ça, on n'a pas la main là-dessus, de toute façon. Oui, mais ça veut dire que là, il n'y a plus de marge. Comment vous répondez, vous députés, à des Gilets jaunes qui vous réclament alors la fin des taxes sur le carburant, mais aussi la fin du Sénat, la promulgation des lois par les citoyens, la réduction des privilèges? Ce sont des préoccupations extrêmement larges, mais qui méritent d'être entendues et qui méritent d'être discutées. Et c'est pourquoi nous proposons, et nous allons rencontrer avec le Premier ministre de nombreux acteurs sociaux, associatifs. Oui, mais on peut aussi me demander si je veux balader à poil dans la rue demain parce que je suis député et montrer comment je vis tous les jours. Édouard Philippe a confirmé aujourd'hui que la hausse des taxes sur le carburant aurait bien lieu. À partir du 1er janvier prochain, le litre de diesel augmentera de 6 centimes, plus 3 centimes pour l'essence. Édouard Philippe qui se dit prêt à rencontrer une délégation représentative des Gilets jaunes. Le président de la République, lui, refuse de les recevoir. Vous voyez, moi, ça Pourquoi le devrait-il ? Je ne sais pas, il a reçu Mamoudou Gassama parce qu'il avait sauvé un enfant de 4 ans, c'était très bien. Héroïque. Non, mais d'accord, c'était héroïque. Il y a beaucoup d'autres gens qui font des actes héroïques tous les jours. Il s'est précipité le jour même quasiment pour le recevoir à l'Élysée. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Il y a un appel à la mobilisation. En fait, le souhait de tous les Gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées. Ce mouvement
est en bonne partie animée par des femmes. Et pourquoi vous faites référence à l'histoire? Mais parce que ce sont les femmes qui ont commencé la révolution de 1917, c'est elles qui ont radicalisé la révolution de 89, c'est elles qui ont fait la révolution en Tunisie il y a peu. Pourquoi ? Parce que les femmes sont la dernière ligne de cohésion de la société et celles qui sont le plus durement tapées par les injustices. Ces gens-là ne veulent pas la réussite du pays, ils veulent qu'on échoue. Le maire de Dreux, vous le citez à l'instant, il va devant des gilets jaunes et il leur dit « Venez dans ma ville bloquer la police municipale ». On croit rêver.